Même après toutes ces années, l'histoire de LeAnn Rimes et Eddie Cibrian refuse de disparaître tranquillement. Ce qui a commencé comme un scandale choquant à Hollywood sur le tournage de Northern Lights s'est finalement transformé en un mariage de 15 ans constamment examiné à travers les gros titres, le jugement du public et des spéculations sans fin. Toutes les quelques années, l'histoire semble revenir, et à chaque fois, les gens posent la même question. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses, et qu'est-ce que LeAnn a finalement admis à propos d'Eddie après toutes ces années? Pour comprendre pourquoi cette relation est devenue une telle obsession culturelle, il faut commencer bien avant qu'Eddie n'entre en scène. L'ascension de LeAnn a été si rapide et si extraordinaire qu'elle semblait presque irréelle. À l'âge de 6 ans, elle participait déjà à des concours de talent à travers le Texas, après que sa famille y ait déménagé, et il est rapidement devenu évident qu'elle n'était pas une enfant interprète ordinaire. Puis vint la percée qui changea tout. À seulement 13 ans, LeAnn a sorti Blue, en 1996, construit autour d'une chanson qu'elle avait initialement enregistrée alors qu'elle n'avait que 11 ans. L'album a explosé commercialement, se vendant à plus de 6 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis, et transformant une adolescente en une sensation nationale presque du jour au lendemain. Le succès est devenu historique. En quelques mois, LeAnn est devenue la plus jeune personne à remporter le Grammy du meilleur nouvel artiste, et également la plus jeune artiste à remporter le prix de la meilleure performance vocale country féminine. À un âge où la plupart des adolescents tentent de se découvrir, elle était déjà en train de devenir l'un des plus grands noms de la musique country. Cette dynamique ne s'est renforcée qu'à la fin des années 1990, en 1997, son énorme succès. How Do I Live est devenue l'une des chansons les plus longues de l'histoire du Billboard Hot 100, restant dans les charts pendant 69 semaines incroyables. Cette chanson l'a propulsée au-delà du public national et a fait d'elle une star mondiale du crossover. Au début des années 2000, LeAnn avait vendu des dizaines de millions de disques dans le monde et a finalement dépassé les 37 millions de ventes en carrière. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite richesse, renommée, récompenses et opportunités infinies. Mais derrière ces chiffres, des fissures commençaient à se former. La renommée était arrivée incroyablement tôt, mais les complications commerciales étaient arrivées encore plus tôt. Des contrats avaient été signés alors qu'elle était encore enfant, et en 2000, les batailles juridiques impliquant son père concernant la gestion et les finances ont commencé à faire la une des journaux. L'image raffinée du prodige sans effort a commencé à se briser sous le regard du public. À seulement 17 ans, LeAnn a intenté des poursuites liées à sa gestion de carrière. À 18 ans, elle se battait pour avoir plus de contrôle sur sa propre vie et ses finances. C'était un lourd fardeau pour quelqu'un qui avait passé la majeure partie de son enfance sous les projecteurs. Puis vint ce qui ressemblait à de la stabilité. En 2002, à seulement 19 ans, elle épouse Dean Shermett. Le mariage au Texas semblait être le moment où une jeune superstar mondiale choisissait une vie personnelle plus calme. Dean avait travaillé comme danseur suppléant pour des artistes comme Christina Aguilera avant de s'impliquer profondément dans le monde de LeAnn. Au fil du temps, il est devenu un système de soutien à la fois personnel et professionnel, travaillant même comme chef pendant ses tournées. Publiquement, il projetait la stabilité et le calme. Ils sont apparus ensemble sur des tapis rouges, ont donné des interviews et ressemblaient à un couple essayant de rétablir la normalité, malgré une renommée extraordinaire. Mais la vie privée est souvent très différente des apparitions publiques. Dans les coulisses, le calendrier de carrière exigeant de LeAnn créait une pression constante. Elle a passé le milieu des années 2000 à essayer de se réinventer musicalement tout en équilibrant ses racines country avec ses ambitions pop mainstream. Des albums comme Twisted Angel et This Woman reflètent ces transitions. Sa carrière évoluait tout comme la pression entourant sa vie personnelle. Pendant ce temps, dans une autre partie d'Hollywood, Eddie Cibrian construisait tranquillement sa propre carrière. Il est entré à la télévision au début des années 1990 et a décroché des rôles dans des feuilletons comme The Young and the Restless et Sunset Beach. Il n'était pas une grande superstar, mais il a construit quelque chose d'incroyablement précieux, à Hollywood, la cohérence. De 1999 à 2005, Eddie a joué le rôle de Jimmy Doherty dans Third Watch. L'émission a duré 6 saisons et plus de 130 épisodes, lui donnant une visibilité à long terme et un élan de carrière constant. Il est devenu un visage reconnaissable à la télévision sans se laisser submerger par la culture des célébrités.
Sa carrière d'acteur s'est poursuivie à travers des rôles d'invité et des apparitions récurrentes, notamment CSI Miami en 2009 où il incarnait Jesse Cardoza. Si sa carrière est restée stable, sa vie personnelle semble également stable. En 2001, Eddie a épousé Brandi Glanville des années avant qu'elle ne devienne largement connue grâce aux Real Housewives of Beverly Hills. À l'époque, elle travaillait principalement comme mannequin et restait relativement éloignée de la renommée de la télé-réalité. Leur mariage a donné naissance à 2 fils, Mason et Jake. Pendant des années, leur famille est restée largement en dehors de la machine intense des tabloïds qui entourent souvent les couples hollywoodiens. Ils semblaient mener une vie relativement stable. À la fin des années 2000, le contraste entre les mondes de Leanne et d'Eddie était frappant. Leanne avait été façonnée par la célébrité de son enfance, les procès, la réinvention publique et la pression incessante. Eddie avait construit une carrière d'acteur plus calme tout en élevant une famille. Ils ressemblaient à des gens vivant sur des chemins complètement séparés. Mais tous deux abordaient tranquillement des transitions personnelles majeures qui n'étaient pas encore visibles au public. Puis un projet a tout changé. En 2008, leurs mondes se sont heurtés sur le tournage de Northern Lights. Le film, basé sur un roman de Nora Roberts, a été tourné principalement à Calgary et devait initialement être simplement une modeste production télévisuelle. Sur le papier, le projet n'avait rien d'extraordinaire. Leanne élargissait son curriculum vitae d'actrice. Eddie poursuivait sa carrière régulière à la télévision. Cela avait l'air routinier, mais le timing change tout. Tous deux étaient mariés, tous deux entretenaient des relations à long terme, et tous deux naviguaient en privé dans des luttes personnelles dont le public ignorait tout. Les horaires de tournage s'étalaient sur des semaines dans un endroit loin de chez soi. De longues journées de tournage, des scènes émouvantes, des répétitions et des romances à l'écran ont progressivement créé une proximité hors écran. Ce qui a commencé comme une chimie professionnelle aurait commencé à devenir quelque chose de beaucoup plus compliqué. Au début, il n'y avait que des chuchotements. Les membres de l'équipage auraient remarqué une proximité croissante entre eux. Les initiés de l'industrie ont discrètement laissé entendre que la relation aurait pu aller au-delà de l'amitié. Puis tout a explosé en mars 2009. Des photos de paparazzi ont fait surface montrant Leanne et Eddie dînant ensemble à Laguna Beach, loin du plateau de tournage. Soudain, les rumeurs ont fait la une des journaux. L'histoire s'est immédiatement répandue dans les médias de divertissement et dans l'actualité grand public. Ce n'était plus traité comme un potin hollywoodien. C'est devenu un scandale national centré sur la trahison, le mariage et la moralité publique. Leanne a reçu d'énormes réactions négatives. Son image publique soigneusement construite en tant qu'amoureuse de la campagne s'est heurtée au jugement sévère du public. Les talk-shows, les tabloïds et les communautés en ligne ont analysé chaque décision qu'elle a prise. Eddie a également fait l'objet de critiques, mais une grande partie de l'examen s'est portée de manière disproportionnée sur Leanne. Elle est devenue la figure centrale d'un discours public qui ignorait souvent la complexité des relations privées. Les déclarations publiques ont suivi rapidement. En mars 2009, Leanne s'est excusée publiquement et a reconnu sa responsabilité dans la douleur causée par ses actes. Eddie a également décrit la situation comme une erreur majeure. Mais à ce moment-là, les dégâts s'étaient déjà propagés aux 2 familles. Dean a quitté la maison qu'il partageait avec Leanne. Brandi a parlé ouvertement de la profondeur du scandale qui a affecté sa famille et ses enfants. Et au lieu de disparaître, l'attention médiatique n'a fait que s'intensifier tout au long de l'année 2009. Chaque apparition publique a été photographiée. Chaque rendez-vous de dîner faisait la une des journaux. Chaque observation de Leanne et Eddie s'est transformée en un autre chapitre d'une histoire que le public a refusé d'arrêter de regarder. Ce qui aurait pu être autrefois une affaire discrète d'Hollywood était devenu un partenariat durable et visible sous surveillance. En juin 2010, Rhimes a finalisé son divorce avec Shermette, clôturant un chapitre de 8 ans qui avait commencé alors qu'elle était encore adolescente. Les détails du règlement n'étaient pas entièrement publics, mais la séparation a marqué la fin définitive d'une relation qui symbolisait autrefois la stabilité au début de sa carrière. Quelques mois plus tard, en septembre 2010, le divorce de Cibrian avec Glanville était finalisé après 9 ans de mariage. Les modalités de garde de leurs 2 fils sont devenues partie intégrante de la structure post-divorce. 2 mariages, tous deux, dépassant une demi-décennie, se sont terminés au cours de la même année civile. Entre fin 2008 et fin 2010, 4 vies ont été reconfigurées. Au moment de la diffusion de Northern Lights en mars 2009,
son scénario. Un drame romantique se déroulant dans un contexte calme avait été éclipsé par le récit réel entourant ses protagonistes. L'audience ne provenait pas seulement des fans du genre, mais aussi du public déjà au courant des événements hors écran. Le film est devenu indissociable de la polémique sa date de sortie, s'alignant presque parfaitement avec le pic de médiatisation. Ce qui était censé être un téléfilm à part entière était devenu le point d'origine de l'un des scandales relationnels les plus médiatisés de son époque. Et contrairement à la plupart des controverses hollywoodiennes, celle-ci ne s'est pas estompée rapidement. Dans les années qui ont suivi, la scission Brandy-Glanville est devenue l'une des narratrices les plus bruyantes et les plus cohérentes de ce qui s'était passé. Grâce à des interviews avec des médias comme Us Weekly, E! News et apparitions dans The Real Housewives of Beverly Hills à partir de 2011, elle a décrit les retombées émotionnelles en termes directs et non filtrés. Dans une interview largement citée, elle a déclaré « Elle a également qualifié l'expérience de profondément déstabilisante sur le plan personnel, déclarant, dans plusieurs entretiens entre 2011 et 2013 Glanville, a souligné que la douleur ne se limitait pas à la relation elle-même, mais à la façon dont elle s'est déroulée devant un public mondial. Ce n'était pas seulement la tricherie. C'est ainsi que tout s'est déroulé dans la presse, a-t-elle expliqué lors d'une apparition à la télévision, renforçant ainsi un thème récurrent selon lequel la couverture médiatique a transformé une crise personnelle en une épreuve publique prolongée. Cette perspective a été élargie en 2013 avec la publication de ses mémoires Drinking and Tweeting et d'autres erreurs de Brandy. Le livre proposait une reconstitution détaillée des événements à la première personne, y compris la découverte de l'affaire et ses conséquences. Dans l'une des lignes les plus citées, elle a écrit « Ailleurs, elle a décrit l'expérience comme suit. La publication de Drinking and Tweeting a également prolongé la durée de la controverse de manière mesurable. » Sorti 4 ans après l'éclatement du scandale initial en 2009, il a réintroduit le récit à la fois au public existant et aux nouveaux lecteurs qui n'ont peut-être pas suivi les événements originaux en temps réel. Le livre est devenu un best-seller du New York Times, amplifiant encore sa portée et garantissant que l'histoire réintègre le débat grand public. De l'autre côté du récit, les rimes sont devenues le sujet d'un cadrage médiatique persistant et souvent polarisé. Au-delà de la liaison confirmée, elle a fait face à des allégations répétées dans des reportages de divertissement suggérant un comportement obsessionnel envers Cibrian au cours des premières étapes de leur relation. Ces allégations comprenaient des rapports faisant état de contacts excessifs et de fixation émotionnelle, bien qu'elles aient été largement contestées et jamais étayées par des conclusions juridiques. Pourtant, dans les médias, de tels récits gagnent rapidement du terrain. En tout cas, un nouveau chapitre était sur le point de s'ouvrir, contre toute attente mariage et réinvention. Le 22 avril 2011, lors d'une cérémonie privée et discrète en Californie, LeAnn Rimes et Eddie Cibrian ont officialisé une relation qui avait déjà survécu à des années d'examen public. Il n'y a pas eu d'exclusivité télévisée, pas de reportage de magazines majeurs diffusés en temps réel et pas de déploiement médiatique par étapes. Au lieu de cela, il a été délibérément contenu pour tracer une frontière claire entre les années de controverse et ce qu'ils espéraient ensuite la stabilité. À cette époque, Rimes avait 28 ans et était déjà un vétéran de plusieurs décennies de l'industrie musicale. Elle était devenue célèbre lorsqu'elle était enfant, mais dans les années 2010, sa carrière était moins définie par un succès révolutionnaire que par une réinvention. Après le mariage, elle a continué à sortir de la musique, notamment l'album Spitfire en 2013, qui a fait ses débuts à la 9e place du Billboard 200. Le disque marque un changement de ton, moins d'ambition crossover country pop, une écriture plus introspective façonnée par l'expérience personnelle et l'exposition médiatique. Les tournées font toujours partie de sa structure de carrière, mais elles ne sont plus le seul axe. Des apparitions à la télévision, des rôles d'invités et des émissions de télé-réalité ont commencé à apparaître parallèlement à son travail musical. L'une des tentatives les plus directes pour remodeler la perception du public a eu lieu en 2014 avec la série de télé-réalité LeAnn et Eddie diffusée sur VH1. L'émission a suivi Rimes et Cibrian en tant que couple marié, naviguant dans une dynamique familiale recomposée et dans l'attention constante des médias. Contrairement au format traditionnel de réalité de célébrités construits autour de l'escalade du conflit,
cette série s'est appuyée sur un cadrage narratif contrôlé. Il répondait directement aux critiques du public, notamment à la perception persistante des origines de leur relation, et tentait de présenter une structure domestique normalisée. La série a duré une saison, mais elle reflétait une stratégie plus large, passant d'une publicité réactive à une visibilité d'auteur. Pendant ce temps, la trajectoire de carrière de Cibrian est restée ancrée dans la télévision, mais avec plus de variations dans la sélection des rôles. Après avoir travaillé sur des séries comme CSI Miami et Third Watch, il a continué à apparaître dans des formats dramatiques et de jour. En 2013, il rejoint le casting de Les Feux de l'amour, l'un des feuilletons les plus anciens de l'histoire de la télévision américaine, où il incarne le détective Russell. Le rôle l'a réintroduit dans un format d'audience sérialisé qui mettait l'accent sur la continuité et le développement à long terme du personnage au fil des apparitions épisodiques. Plus tard, il est apparu dans des projets comme Country Comfort, une série Netflix qui s'appuyait sur une narration centrée sur la famille et une structure de comédie dramatique montrant une évolution vers des récits plus légers et plus domestiques dans son travail. Derrière les carrières publiques, l'objectif commun du couple était de plus en plus centré sur la gestion de la perception et le maintien de la structure personnelle sous une attention soutenue. Au fil des années, les entretiens faisaient fréquemment référence à la thérapie, aux stratégies de communication et au recalibrage émotionnel. Rimes a parlé dans diverses apparitions dans les médias de la nécessité d'apprendre à naviguer dans le jugement public qui la suivait depuis son enfance, tandis que Cibrian a eu tendance à cadrer leurs relations en termes de stabilité et de routine. Ensuite, il y a eu l'intégration familiale. Les deux fils de Cibrian, issus de son précédent mariage avec Brandi Glanville Mason et Jake, sont restés au cœur de sa structure de vie. Cela nécessitait une coordination continue entre les ménages en particulier, à mesure que les enfants grandissaient et entraient dans l'adolescence. Au fil des années, l'intensité de la couverture médiatique a progressivement changé. La première période de reportage quasi quotidien des tabloïds a cédé la place à des refontes plus intermittentes, souvent liées à des anniversaires, des interviews ou des apparitions à la télé-réalité. Le récit entourant Rimes et Cibrian a commencé à se stabiliser non pas parce que le passé avait été oublié, mais parce qu'il est devenu un contexte plutôt qu'un gros titre. Les médias de divertissement traitent de plus en plus leurs relations comme une étude de cas à long terme sur l'endurance des célébrités, plutôt que comme un scandale en cours. Cependant, une normalisation complète n'a jamais eu lieu. Le discours en ligne, en particulier sur les plateformes sociales, a continué de faire référence aux origines de leurs relations, démontrant comment la mémoire numérique prolonge la durée de vie des récits de célébrités bien au-delà des cycles d'information traditionnels. Même si leurs apparitions publiques sont devenues plus routinières et moins controversées, les couvertures plus anciennes sont restées facilement accessibles, renforçant la continuité du scénario original. Ce qui a le plus changé au fil du temps, c'est le ton. 15 ans plus tard, l'amour est à nouveau mis à l'épreuve. En avril 2026, une relation qui a débuté sous les projecteurs les plus durs possibles a marqué une étape que peu de gens s'attendaient à ce qu'elle atteigne, 15 ans de mariage entre LeAnn Rimes et Eddie Cibrian. Sur Instagram, Rimes a publiquement reconnu que la période d'anniversaire se déroulait dans ce qu'elle a décrit comme des événements très tendus et déchirants se déroulant à la maison avec sa famille. La formulation était prudente mais chargée, signalant une tension émotionnelle sans offrir de détails. À une époque où la transparence des célébrités est souvent attendue en temps réel, l'absence de détails ressortait tout autant que le message lui-même. Aucun nom n'a été mentionné, aucun incident n'a été décrit et aucun calendrier n'a été clarifié. L'ambiguïté est devenue une partie de l'histoire. Malgré la tension, le couple s'est brièvement éloigné de sa routine et s'est rendu à Cabo San Lucas au Mexique pour une courte retraite de 3 jours. Cabo, une destination fréquente pour les personnalités hollywoodiennes en quête d'intimité dans des environnements de luxe contrôlés, a longtemps servi d'échappatoire temporaire à la visibilité médiatique de Los Angeles. Le voyage basé sur le message de Rimes n'était pas positionné comme des vacances au sens traditionnel du terme, mais comme une pause, une fenêtre de distance contenue. Rimes a décrit l'expérience de l'anniversaire en utilisant des phrases combinant contraste plutôt que clarté. Elle a fait référence aux larmes et à l'inquiétude, mais aussi aux moments de rire et de profonde gratitude. La structure du message suggérait la coexistence plutôt que la résolution, la détresse coexistant à l'appréciation, la tension coexistant à la connexion. En termes publics, il ne s'agissait pas d'une déclaration de crise ou de stabilité,
mais de quelque chose entre les deux, d'un état émotionnel non résolu, rendu visible par une divulgation sélective. Ce qui ressortait de la couverture médiatique, c'était ce qui n'était pas dit. Aucune explication n'a été fournie concernant les problèmes familiaux, laissant l'interprétation ouverte. Ce silence a immédiatement généré des spéculations dans les médias de divertissement et les plateformes sociales où les modèles de surveillance passés ont tendance à réapparaître rapidement. Pourtant, ni Rims ni Cibrian n'ont développé publiquement cette déclaration immédiatement, après maintenant une limite délibérée autour des détails privés. Dans le même message, Rims a renforcé la continuité plutôt que l'effondrement. Elle a souligné que 15 ans n'était qu'un début, une phrase qui représentait cette étape non pas comme un point final, mais comme un point de continuation. La formulation s'aligne sur un modèle plus large de sa communication publique au fil des ans, où l'endurance à long terme est présentée comme un travail actif, plutôt que comme une survie passive. Cela a également subtilement renforcé l'engagement à un moment où la curiosité extérieure aurait pu s'attendre à une instabilité. L'histoire du couple ajoute du poids à la façon dont ce moment est interprété. Leur relation a déjà traversé plusieurs phases de haute pression. Ses débuts controversés lors du tournage de Northern Lights en 2008, l'effondrement de 2 mariages antérieurs en 2010 et une transition très publique vers le mariage en 2011. Au fil des ans, ils ont également traversé une dynamique familiale recomposée impliquant les fils de Cibrian, issus de son précédent mariage avec Brandi Glanville, ainsi que des exigences de carrière en cours dans la musique et la télévision. Cette histoire est la raison pour laquelle même des déclarations limitées ont une signification amplifiée. Leur relation n'a jamais existé en dehors du contexte public. Il a été façonné en lui. Les premiers récits médiatiques les présentaient sous le signe du scandale. La couverture ultérieure s'est concentrée sur la longévité et l'adaptation. Professionnellement, tous deux ont poursuivi une carrière active tout en maintenant une exposition publique relativement contrôlée par rapport à l'intensité de leurs premières années. Rimes est resté impliqué dans la musique, les performances live et les apparitions dans les médias, tout en s'engageant également dans des projets télévisés et des interviews sélectifs. Cibrian a continué à jouer des rôles à la télévision équilibrant travail et engagements familiaux. Ni l'un ni l'autre ne s'est éloigné de la vie publique, mais tous deux ont opéré dans le cadre d'une structure de visibilité mieux gérée que lors des années de pointe médiatique de leurs controverses. Il s'agit d'une relation qui a absorbé à plusieurs reprises la pression de forces extérieures, telles que l'examen minutieux des médias, le jugement du public, les défis familiaux recomposés et les exigences professionnelles, et qui s'est poursuivi malgré les prévisions d'effondrement. À travers tout cela, ce qui reste cohérent, c'est le positionnement public du couple. Même dans les moments de tension, le cadrage met l'accent sur la continuité plutôt que sur la séparation. Il n'y a aucune indication de rupture formelle, aucun changement juridique public et aucune annonce de séparation. Au lieu de cela, le langage se concentre sur l'endurance et le temps. 15 ans se sont déjà écoulés. Un avenir est encore en train d'être reconnu. Ce n'est pas la fin, c'est juste un autre début. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir regardé.